Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Peut-être que vous pouvez vous rapprocher de moi parce que là vous êtes quand même très loin. Voilà, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous parler d'échecs. L'échec, c'est un sujet encore un petit peu tabou, bien que les choses soient en train de bouger en France. On va parler d'échecs, mais surtout de rebond. Je remercie beaucoup mes trois invités d'avoir accepté de venir. Donc Simon Davla, tu es le cofondateur de Batch. Batch, c'est une start-up B2B qui est en fait la start-up qui envoie les notifications push que vous recevez sur vos téléphones de la part de nombreux médias, notamment parisiens et d'autres entreprises. Pauline Léniaud, tu es la cofondatrice de Gemio. Alors, il s'agit d'une start-up de joaillerie que les Parisiens et d'autres en France connaissent à travers le petit chaton rose qui est votre effigie. Et puis, Bruno Von Riep, alors toi, tu es un serial entrepreneur. Tu es notamment cofondateur et associé dans des start-up que l'on connaît comme Cityscoot ou comme Spacey.com. Et puis, tu as aussi écrit un livre qui a été préfacé par Xavier Niel et qui s'appelle « Les 10 commandements de l'entrepreneur ». Merci beaucoup à vous trois d'être présents aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai lancé un podcast justement sur l'échec et donc j'ai eu la chance d'avoir Simon et Pauline qui sont venus raconter leur histoire. Le podcast s'appelle Sillage, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà écouté, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, Pauline et Simon, est-ce que vous pouvez raconter rapidement ce qui vous est arrivé, quel échec et comment est-ce que vous avez rebondi, s'il vous plaît ? Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. J'ai en effet vécu un échec qui est un échec que j'ai raconté pour la première fois sur la conférence du Failcon, qui est une conférence justement à destination donc, des Français pour essayer de parler un peu de l'échec et de faire comprendre que c'est pas un sujet tabou. Et en fait, quand j'ai réfléchi à l'époque, je me suis rendu compte que j'avais vécu plein d'échecs ou de semi-échecs dans ma boîte, mais c'était pas vraiment ça en fait ce dont je voulais parler. Je voulais parler d'un échec beaucoup plus personnel qui n'a rien à voir, qui est que j'ai échoué à l'ENA. Alors ça peut paraître débile de dire ça, mais en fait, ça a été très très important dans ma vie. Ça a même donné un sens à ma vie. J'ai fait des études littéraires, j'ai fait Normal Sup. En fait, je me suis pas tellement posé de questions quand j'étais jeune. J'étais bonne à l'école et donc j'ai suivi un peu ce que mon papa me demandait de faire, comme beaucoup de gens malheureusement, je pense. Et donc, je suis rentrée dans les études dans une espèce de route toute tracée. Et donc j'ai fait d'abord Normal Sup, ensuite je me suis rendu compte que je voulais pas enseigner et mon père me dit tiens l'ENA. Et donc je passe le concours, j'arrive devant le grand jury de l'ENA où il y a 6 personnes qui vous font un entretien de personnalité et j'ai l'impression que ça se passe bien, mais en réalité je me suis pris un 2 sur 20, donc une note assez catastrophique et donc je me suis rendu compte que voilà, il m'avait complètement refoulé. Et en fait cette période a été hyper dure pour moi parce que en réalité ça faisait quand même 10 ans que je bossais comme une tarée pour ça, que j'avais l'impression de m'être donné complètement et que je m'étais pas rendu compte que je vivais pas vraiment ma propre vie, mais que je vivais le rêve de mes parents, qui était que c'était des personnes qui n'avaient pas fait d'études et qui étaient juste très fières que leur fille devienne quelqu'un qui dans un grand groupe ou dans une grande entreprise. Et donc ça a été assez salutaire cet échec parce que c'est vraiment ça qui a fait que j'ai commencé à me poser la question de ce que je voulais faire de ma vie, ce que je m'étais en réalité jamais posé avant comme question, ce qui est un peu triste. Et donc je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était l'aventure, c'était la créativité, la création aussi, c'était le challenge. Et donc, je me suis dit que quel est le meilleur métier pour faire ça ? C'est tout simplement d'entreprendre. Et donc, c'est suite à cet échec que je me suis rendu compte que je voulais être entrepreneur. Et donc, j'ai créé ensuite ma start-up Gemio. Donc, un très beau rebond. Tu peux peut-être donner juste quelques chiffres sur Gemio aujourd'hui ? Alors, Gemio, aujourd'hui, c'est la 3e marque de joaillerie la plus recherchée sur Google en France, juste derrière Cartier et Tiffany's. On ne communique pas sur notre chiffre d'affaires parce qu'on a un board qui est un petit peu sensible à ce sujet, mais on a historiquement en fait des croissances de 100% jusqu'en 2015-2016. Et là maintenant, on est toujours sur des croissances à 2 chiffres, mais un petit peu en dessous des 100% quand même. Vous voyez le petit chat rose qui est là, et on est une équipe de 30 personnes. Donc le petit chat rose, pour info, c'est un pied de nez à la panthère de Cartier qu'on trouvait un petit peu vieillissante, et donc on s'est dit que c'était sympa de donner un petit peu de jeunesse et de fraîcheur au secteur de la joaillerie qui est une belle endormie. Ouais, félicitations. Et Simon, du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire qui est assez extraordinaire ? Bon, bonjour à tous, moi je m'appelle Simon Davla, alors j'ai aussi été recalé à Sciences Po, et ça m'a permis d'avancer à un moment donné de ma carrière. Depuis 2014, j'ai créé Batch.com. Alors, on est une boîte B2B, donc peu connue du grand public. En revanche, il est probable que vous utilisiez nos services, parce qu'on est installé sur environ 40 millions de téléphones en France et 100 millions de téléphones dans le monde. On envoie les notifications des applications. Si vous avez les Échos ou le Parisien sur vos téléphones, c'est nous qui envoyons les push. Et autour de cette techno un peu fondamentale, on a créé une plateforme marketing pour les éditeurs d'applications pour iPhone et pour Android. Et l'histoire de la boîte n'a pas toujours été celle-là, dans la mesure où j'avais commencé en 2009 avec les mêmes associés sur une aventure tout à fait différente. Une app que vous avez peut-être connue, qui était pour le coup B2C, consumer, qui s'appelait App Gratis, qui était un des pionniers de la promotion d'applications pour smartphone.
tous les jours, on vous envoyait par email ou par push gratuitement une application qui normalement était payante. Et ça, c'était vraiment au tout début de l'App Store. Et sur la base de cette idée assez simple, mais qui parlait à tout le monde, au très grand public, on a développé la boîte très rapidement en 3 ans. On était en 2013 une centaine de personnes, on avait levé 10 millions d'euros, on avait traduit le service en 12 langues, on opérait dans 40 pays. On avait quasiment 50 millions d'abonnés qui recevaient nos bons plans tous les jours. Malheureusement, pour le meilleur ou pour le pire, en 2013, en fait, l'application avait atteint une telle influence dans l'App Store d'Apple que Apple s'est aperçu qu'en fait, on était devenu un petit App Store dans son App Store et a très brutalement, en une journée, déréférencé notre application qui était vraiment le cœur du service. Ça a été un choc terrible pour l'équipe et pour moi personnellement parce que ça a été quelque chose de très médiatisé. On a eu un ministre qui est venu faire un speech dans nos bureaux. C'est sorti dans la presse française, anglaise, américaine, internationale. C'est passé d'un fait divers technologique à un fait divers politique. Et donc on a été pris dans un maelstrom médiatique dont plein de gens, étrangement d'ailleurs, se rappellent encore des années après où on m'en reparle. Et donc ça a été un choc pro et perso très très dur. Et on a mis 1 an pour se remettre de ce choc et de pivoter, comme on dit dans le jargon des startups, l'année d'après vers une nouvelle aventure qui s'appelle Batch. Voilà. Bruno, tu accompagnes de nombreux entrepreneurs dans leur parcours. Quand ils échouent, on sait que l'échec entrepreneurial, c'est particulièrement violent parce qu'il y a un aspect financier, évidemment, mais il y a aussi un aspect très personnel. Il y a son entourage, souvent, qui était dans l'aventure, donc qui est très touché. Qu'est-ce qui est le plus dur pour les entrepreneurs quand ils doivent lâcher leur boîte ? En fait, il y a 2 mots-clés sur ce qui est le plus dur pour les entrepreneurs. C'est faire l'analyse et accepter le soulagement. Alors, je vais commencer par le plus simple, qui est le soulagement. En général, quand on vient d'échouer, quand on s'en est pris une bonne, on parle de l'angoisse qu'on a eue. On oublie un détail, c'est qu'en général, ça a été précédé de 3 mois, voire 6 mois, voire 1 an d'enfer littéral sur Terre. En général, c'est assez horrible. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est vraiment confronté. Et à ce moment-là, et au moment où on est planté, quoi, voilà, bon, on n'a plus rien, il y a une forme de soulagement, finalement, qui arrive. Et j'ai remarqué chez les entrepreneurs qu'ils n'acceptaient pas ce soulagement, c'est-à-dire qu'ils avaient tendance à ne pas vouloir reconnaître qu'en fait, ça leur faisait du bien que cette connerie s'arrête là. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut accepter ça. Bon, ça, c'est un point un peu amusant et un peu connexe, mais le plus important, évidemment, c'est l'analyse. Parce que l'analyse, en fait, on ne la fait pas vraiment. Moi, je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est que j'ai aussi commencé par des études ratées de médecine. Et moi, j'étais absolument persuadé que mes 2 premières années de médecine, je les avais ratées parce que je ne voulais pas être médecin. Juste, la réalité, c'est que je suis totalement nul et que je n'avais aucune chance jamais de réussir ce concours. Mais c'était plus sympa de s'expliquer que j'emmerdais le monde entier, que j'étais rebelle et que je ne serais pas médecin. Dis pas ça à Pauline. Voilà. Donc, alors, un exemple plus parlant et un peu plus concret. Moi, j'ai fait aussi des dizaines d'erreurs, mais vraiment beaucoup, parce que plus la carrière est longue, plus on les accumule. Donc forcément, après, on a une bonne base de données. Donc pour aller rapidement, une des plus belles, c'était dans les années 2000, ça s'appelle Internet Family. Imaginez, on est en 2000-2001, la technologie est en train d'exploser, et nous, on décide qu'on va avoir une nouvelle idée. Ne rigolez pas, parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident. Il faudrait que les gens partagent à domicile leurs vidéos, leur musique, entre toute la famille. Donc on a créé un produit qui s'appelle Internet Family. Ça paraît une bonne idée, puisqu'aujourd'hui, tout le monde fait ça. On a créé ce truc sur ma boîte qui s'appelait AvantQuest, qui existe toujours sous le nom de Claranova. On a dépensé plus d'1 million d'euros pour le développer quand même. En 2001, ça commence à faire pas mal, quoi. Et on a fait un lancement de folie. On a créé un faux appartement pour inviter toute la presse et les journalistes dans lequel vous alliez pouvoir montrer que la famille allait, avec des acteurs, que la famille allait pouvoir... Bon, je vous passe sur le truc. Donc, on en a vendu combien ? Sachant qu'on venait de Winfax qui avait vendu 180 millions d'unités quand même, donc qui était un énorme succès. On n'en a pas vendu 180 millions, on n'en a pas vendu 10 millions, on n'en a pas vendu 1 million, on n'a pas vendu 100, on a vendu 1. 1. Et je me rappelle à l'époque, ma réaction, c'était de dire, mais quelle bande de cons, ils comprennent rien, c'est donner des perles aux cochons, le produit est extraordinaire, on a pensé à tout et tout. Mais pas vrai du tout. L'analyse que je devais faire, c'est que le projet n'avait absolument pas d'adaptation par rapport au marché où il était à l'époque. Les modems et la communication étaient trop lentes, l'habitude du partage n'était pas encore ça, et on n'allait pas éduquer les foules. Et donc pour parler de l'analyse et pour terminer là-dessus, parce qu'on doit être court, je ne dirais qu'une chose. Tous les entrepreneurs que je vois qui échouent, sauf certains qui ont une espèce de vista, et effectivement je les en remercie, mais très souvent c'est
Ouais, les investisseurs, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas remis d'argent chez moi. Ouais, ils n'ont pas vu à quel point il y avait du potentiel sur ce produit. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je termine en disant, quand Take It Easy s'est cassé la gueule, alors que tout le monde était surpris par rapport à la concurrence de Deliveroo, je suis désolé, les mecs de Take It Easy, ils ont eu peur de Deliveroo, ils ont voulu ouvrir 8 pays en même temps et aller partout avec le fric qu'ils avaient levé. C'était complètement délirant, ils n'ont pas construit les fondations de la maison et le truc s'est effondré comme un château de cartes. Il n'y a qu'un seul responsable là-dedans, c'est pas les investisseurs qui n'ont pas voulu remettre, c'est eux qui ont fait des mauvais choix et lorsqu'ils l'acceptent, et le fait de l'accepter fait qu'ils vont être encore meilleurs le coup d'après. Voilà, pardon d'avoir été un peu long. Regarde, il faut se souvenir qu'arriver trop tôt sur un marché, c'est une erreur en fait. C'est pas juste j'avais raison trop tôt, c'est j'avais tort, c'est une erreur. J'ai une question du public qui demande quelles sont les ressources qu'on peut utiliser pour repartir sur cette pente du rebond. Pauline et Simon, est-ce que vous vous souvenez de où est-ce que vous êtes allé puiser en vous pour trouver ce déclic, en fait, ce moment où vous vous êtes dit ok, je vais pas me laisser abattre, je vais repartir, je vais faire autre chose en fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est donc moi j'ai vécu cet échec personnel qui a été assez fort et qui s'est suivi d'une période un peu de déprime, semi-dépression pendant, on va dire, 1 ou 2 mois. Mais en fait, des échecs, comme le dit Bruno, on en vit tout le temps. Et en fait, la vie, le succès n'est qu'une lente accumulation de plein d'échecs. Et il y en a certains qui finissent par être des succès. Donc il faut quand même se dire qu'il faut savoir les gérer. Moi, ce que je retiens de Bruno et ce qui m'a énormément aidé, c'est qu'en fait, à chaque fois que j'ai un échec, j'essaye quand même de vraiment, vraiment réfléchir à qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'apprend. Et en fait, c'est un moyen d'avancer en réalité. Et l'échec est un moyen d'avancer et de se remettre en cause et de prendre du recul sur les choses. Typiquement, dans le cadre de l'ENA, en fait, ça faisait 20 ans que je bossais sur un truc qui ne me correspondait pas du tout, sur lequel probablement j'étais nulle aussi. C'est un peu dur de s'en rendre compte. Mais le jour où vraiment vous dites, non mais en fait, quand j'analyse, je me dis, en fait, ça n'est pas fait pour moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je cherche. Et qu'est-ce que je recherche? Et aller voir dans le positif quelque chose, au contraire, qui m'intéresse. Là, on avance et là, on fait des choses. Et donc, je pense qu'il est éminemment important, en effet, de passer par cette phase d'introspection, d'analyse, après un échec, pour réussir à aller de l'avant. Je recommande un livre, d'ailleurs, à ce sujet qui est assez top, qui est un livre d'un génie, on peut le dire, qui s'appelle Ray Dalio, qui est le fondateur d'un fonds d'investissement que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Bridgewater, et qui a écrit un livre qui s'appelle Principles, en anglais, je crois qu'il a été traduit aussi, et qui a cette phrase géniale qui dit en fait, il dit que la réussite et le succès, c'est pain plus analysis ou pain plus reflection égale success. En fait, on doit passer par des périodes difficiles, on doit passer par des périodes de challenge et d'échecs pour ensuite analyser et pour ensuite aller vers le succès. Simon, tu es d'accord avec ça, avec cette introspection, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu avais trouvées qui t'avaient permis de repartir? Alors moi j'ai moins théorisé le concept d'échec comme il l'a beaucoup été, parce que ça a été une mode ces 5-10 dernières années de théoriser beaucoup l'échec et de voir ce qu'on pouvait en apprendre. Nous, plus prosaïquement, quand on a traversé une année de traversée du désert très difficile où il a fallu gérer la décroissance d'une boîte qui avait beaucoup embauché, qui était très jeune, et il a fallu se remotiver dans le feu de l'action et un peu réouvrir nos horizons pour repartir, pour voir la direction où on voulait aller. Tout ça en gérant un peu les dégâts humains, des gens déçus, des gens fatigués, des gens brisés psychologiquement par l'arrêt brutal d'une aventure. Donc il y a eu pas mal de choses que moi j'ai fait pour traverser cette période-là qui était assez compliquée. Je me suis évidemment beaucoup appuyé sur mes associés cofondateurs, sans qui je pense j'aurais pas traversé la période qu'on a eue en 2014. Je pense que la notion de soulagement elle est bonne. Et elle rejoint moi ce que je constate, c'est que de temps en temps il faut juste savoir s'arrêter, accepter de laisser passer le temps, ce qui vient un peu à contrario du sentiment très drivé par l'adrénaline de la start-up où on est toujours en action à aller d'une étape à une autre et où on se dit dès que je m'arrête je perds du temps, donc je perds du temps derrière mes concurrents. Donc la notion d'arriver à accepter que en fait le temps doit faire son effet, c'est très très contre-intuitif quand on est un start-upper et qu'on est au début d'une aventure et que effectivement plein de choses quand même se gagnent à la vitesse. Moi parce qu'on a levé des fonds avec un fonds d'investissement qui par ailleurs a dans ses investisseurs Orange, j'ai à mon board Didier Lombard qui est connu dans la profession. Son surnom c'est le maître du temps et c'était assez intéressant de comprendre en échangeant avec lui comment effectivement il faut être au niveau micro tout le temps dans l'action, et quand on pilote une boîte au niveau macro il faut arriver à avoir une stratégie à plus haut niveau et où parfois la non-action permet d'avancer mieux que l'action rapide et frénétique. À quelle réaction est-ce que vous avez fait face et notamment toi Simon, je sais que tu m'avais dit dans le podcast que tu as eu l'impression de devenir un paria, c'est extrêmement violent.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de quelle a été la réaction de l'écosystème après le déréférencement d'app gratis et comment est-ce que tu as fait pour gérer ça? Ouais, alors, paria, c'est vrai que c'est un mot un peu fort, mais il y a, je pense qu'il y a il y a une certaine forme, je pense que ce salon en est un bon exemple, une certaine forme de célébrité qui vient avec le succès capitalistique ou les levées de fonds et finalement la bulle médiatique technologique qui parle et qui amplifie les destinées personnelles. Donc effectivement en 2013, quand on a levé des fonds avec App Gratis, la boîte était considérée vraiment comme une des pépites de la French Tech, mot qu'on n'utilisait pas encore à l'époque. Enfin, on était en train de devenir une licorne, on allait faire quasiment 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 4e année, enfin, ça allait très très vite. Et effectivement, après la chute de la boîte, qui a été très médiatisée, mon image personnelle s'en est trouvée dégradée. Et effectivement, je me rappelle très bien d'un passage où j'envoyais des mails et j'avais accès à qui je voulais, un patron, un homme politique, n'importe qui. Et où ensuite, pendant 6-9 mois, après la débâcle App Gratis, plus personne ne répondait à mes mails, plus personne ne me rappelait, plus personne ne voulait bosser avec moi parce que j'étais associé à un très violent échec. Et donc, il a fallu un peu de temps pour que ça change. Et effectivement, je me rappelle d'un moment assez désagréable. Bruno, tu accompagnes de nombreux entrepreneurs. Quand l'un d'eux échoue, plante sa boîte, quelle est la réaction de l'écosystème? Et par là, je veux dire autant les autres startups que les structures d'accompagnement, que les financiers, les investisseurs. Alors, en fait, les choses ont pas mal changé, hein. Je vais citer un exemple et après, on va parler de l'écosystème très vite. Je vais vous donner un exemple qu'on n'aurait pas pu envisager il y a 6-7 ans. Il y a une boîte dans laquelle j'avais des parts, j'en ai plus aujourd'hui, mais j'en avais à l'époque, qui s'appelle Envoice, dont certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est Alban Pelletier. Envoice, il avait démarré quand j'avais été investisseur chez lui. Il allait un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il avait son idée de faire de la pub et de la recommandation, qui est son métier aujourd'hui avec intelligence artificielle qu'il fait maintenant. Mais il avait aussi fait un réseau social. Et puis il avait aussi fait un jeu pour Facebook qui s'appelait Il est con ce pigeon, qui marchait très bien. Et donc, le problème, c'est comme il n'y avait pas beaucoup d'argent, plutôt que de se dire, avec le peu d'argent que j'ai, je vais focuser, il essayait de faire feu de tout bois. Et ce qui devait arriver arriva. D'ailleurs, on en avait longtemps parlé ensemble à l'époque, j'étais investisseur avec lui. Il a évidemment déposé son bilan. Et le truc absolument incroyable, inimaginable il y a quelques années, c'est qu'après avoir déposé son bilan, après avoir fait une procédure de sauvegarde, non seulement il a reconstruit la boîte, mais il y a des fonds d'investissement comme Caporn qui ont mis de l'argent chez lui. Fonds d'investissement, l'argent est revenu. Je peux vous dire, il y a 7 ans ou il y a 10 ans, vous oubliez, hein. C'est-à-dire c'était mort. Donc il y a eu une évolution positive dans l'acceptation que l'échec est formateur. Après, vous avez 3 niveaux qui n'ont rien à voir. Vous avez le niveau des investisseurs qui maintenant commencent à accepter l'idée qu'un entrepreneur a besoin d'avoir le cuir un peu plus dur pour arriver à réussir et que c'est pas mal. Vous avez l'écosystème des entrepreneurs. Celui-là, il est partagé en deux. Il y a ceux qui sont vraiment dans le soutien et puis ceux qui sont quand même un tout petit peu, quand même, comment dirais-je, je dirais pas cynique, mais un peu... Schadenfreude. Voilà, un peu ironique, d'accord? Je l'avais dit, je le savais. On le savait, Simon, que ton projet App Gratis, Apple allait jamais le laisser passer. Je te l'ai dit depuis 2 ans, tu m'écoutais pas. Ça, c'est quand même, ça existe. Et puis après, il y a l'enfer de Twitter et Facebook, où là, franchement, c'est l'exutoire de la déraison. C'est-à-dire qu'à part vos 50 copains qui vous soutiennent, tous les gens sont prêts à dire des horreurs. Et ça, malheureusement, c'est très dur psychologiquement pour les entrepreneurs, parce que c'est de la bêtise à l'état pur. Mais c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux et c'est problématique, je peux vous le dire. Des exemples, on n'a pas le temps, on est minuté, mais j'en ai des centaines à se tirer une balle dans la tête. Pauline, un petit mot là-dessus, parce que tu as aussi lancé un podcast que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle Crème de la crème, sur le succès, mais dans lequel tu as aussi abordé cette question dans un épisode. Est-ce que tu as juste un petit mot à dire sur la réaction de l'écosystème et des administrations aussi? Ce qui est certain, c'est que en fait, on se rend compte dans ces moments-là qui sont les personnes réellement qui comptent pour vous et qui vous soutiennent. Malheureusement, en fait, le nombre est souvent plus faible que ce qu'on imagine. Ce qui est certain, c'est que vivre un échec, c'est d'autant plus dur qu'il est public. Moi, Léna, la raison pour laquelle ça a été dur, c'est qu'en fait, toute ma famille, tous mes amis, toutes les personnes que je rencontrais savaient que je bossais comme une tarée pour ce sujet-là. Dans le cadre de Gemio, on a eu certains échecs. Par exemple, quand on a essayé de se lancer à l'international, poussé par nos investisseurs qui nous ont dit « vous avez fait une belle levée de fonds, c'est bon, vous attaquez, vous êtes prêts ».
en réalité, on aurait dû dire non et on l'a fait. Donc là aussi, on a été beaucoup trop rapide dans notre analyse. Ce qui a été dur, c'est qu'en fait, on avait fait branle-bas de combat, on avait dit à la presse Gemios lance au UK, etc. Et ensuite, je peux vous dire que tous les journalistes ont débarqué, mais là, votre site, il n'existe plus en anglais. Qu'est-ce qui se passe? C'est assez dur à expliquer. Il a fallu dire la réalité, c'est-à-dire que c'était un échec, on n'était pas prêt, que c'était trop tôt. Donc ce qui est certain, c'est que dans ce genre de cas, je pense que c'est dur, mais en même temps, c'est ça aussi qui fait qu'on est obligé d'assumer et de ne pas se trouver d'excuses, comme le disait Bruno tout à l'heure. Souvent, quand on est face à un échec, on va se dire non, mais en fait, c'est parce que c'était pas le bon timing, etc. Non, vous avez foiré, vous avez été nul, vous l'avez mal fait, vous avez un problème d'exécution, c'est pas à cause de vos investisseurs, vous auriez pu leur dire non. Et donc, en fait, le fait que ça soit public permet néanmoins de se dire ben voilà, j'ai pas d'excuses, en réalité, c'est ça ce qui s'est passé, et surtout d'en tirer des analyses. Donc, nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois, on fait un bilan dès qu'il y a un échec et on essaye d'aller de l'avant et de trouver, de surtout, en fait, jamais que ça se reproduise. On en parlait dans mon podcast, en effet, avec une personne qui a vécu des échecs. Avoir un échec, c'est pas grave. Reproduire 10 fois de suite un même échec, ou même 2 fois de suite, ça, c'est grave. Donc, le vrai échec, c'est là, c'est ça, c'est de continuer à faire les mêmes erreurs. Très bon moyen d'enchaîner sur la question de Romain qui demande, avec le recul, est-ce que vous changeriez quelque chose? C'est une vaste question. Ouais, énormément de trucs. Enfin, en tout cas, sur mon aventure personnelle sur AppGratis, on a été un mélange de naïf et probablement un peu de prétentieux au moment où la boîte se développait très très fort et où on était très visible. J'aurais probablement, ce que je regrette, c'est d'avoir mal géré mes relations avec Apple, enfin en tout cas avec les plateformes desquelles on était extrêmement dépendante. D'autant plus qu'on était probablement un petit peu trompé par la narration ambiante. Si vous regardez Avivatech, d'ailleurs, c'est assez rigolo. La narration principale, c'est plutôt les grands groupes veulent se rapprocher des startups et les aider. La réalité qu'on ne vous dit pas, c'est que les grands groupes, ils essaient quand même principalement de se débarrasser et de tuer les startups qui les menacent vraiment. Et puis ensuite, à la fin, quand ils sont contraints de faire un deal avec elles, il se passe quelque chose. Mais donc nous, on pensait que notre développement et la manière dont on opérait le business était probablement bien vu, ou en tout cas apprécié de manière neutre par Apple. Alors qu'en fait, on dérangeait énormément plein de gens chez eux, plein d'équipes, etc. Et on n'a pas du tout fait ce travail qu'on aurait dû faire et que je referais aujourd'hui si je pouvais le faire, de lobbying, de développement de partenariats, de discussions, de relations. J'aurais probablement essayé d'embaucher des personnes de chez Apple pour me servir de leur network et m'approcher des personnes décisionnaires et obtenir l'information en amont de son intervention, ce qui est un peu le rôle d'un fondateur, d'avoir la bonne info avant qu'elle arrive. Donc ça, je l'aurais probablement refait très très différemment dans mon déploiement industriel. Ouais. Le temps passe très vite, Pauline. J'ai juste envie de te demander plutôt, qu'est-ce que tu as appris, toi, de cet échec? Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui? Enfin, tu l'as dit rapidement au début. J'ai appris une chose assez fondamentale que j'ai quand même mis 28 ans à apprendre, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut, il faut se poser la question de ce qu'on veut dans la vie. Ça paraît assez bête, mais en fait, beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Et moi, j'essaye assez basiquement de me la poser quasiment tous les matins quand je me lève maintenant. C'est est-ce que je suis à la bonne place? Et de en permanence me reposer la question, parce que si j'ai appris quelque chose, c'est justement que je m'étais laissé un peu trop guider et que je m'étais pas posé cette question. Et donc en permanence avoir du recul là-dessus, faire des choix en conscience, ça c'est, je pense, la plus belle leçon en fait que ça m'a appris. Bruno, les échecs que vous avez traversés? Oui, alors je vais rebondir sur 2 choses qui ont été dites. La première chose sur cette introspection nécessaire, c'est qu'il faut le dire, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et parfois après un échec, il faut accepter le fait qu'on avait envie de faire ça, mais en fait il faut une passion et un projet avant d'avoir envie de faire une entreprise et de gagner de l'argent quand même, je rappelle. Donc ça c'est un point. Je rencontre beaucoup de jeunes entrepreneurs entraînés dans la vague de la start-up et qui n'ont absolument rien à faire là-dedans et qui seraient extraordinaires à être associés avec quelques actions dans une boîte et avec un fondateur plutôt que de le faire eux-mêmes. Donc ça, il faut arriver à accepter qu'on n'est pas forcément le chef, d'accord? C'est pas facile. Et le deuxième point pour terminer, c'est la seule chose qui est générique, on ne pivote jamais assez vite. Jamais. Jamais. Il n'y a pas de cas d'entreprise. Il y a 1 sur 100 dont le projet d'arrivée est exactement le projet de départ. 1 sur 100. Un exemple très rapide. Tout le monde maintenant connaît Cityscoot, dont je m'occupe avec beaucoup d'ardeur et qui est en train de devenir un énorme succès français et international. Eh bien, Cityscoot, personne ne sait que le premier 1,5 million d'euros qu'on a levé, on les a cramés en faisant un deal avec Vinci pour mettre des scouts dans des parkings qui étaient branchés à des prises électriques comme des Autolib. C'était une véritable catastrophe. Et il y a une chose que le fondateur Bertrand Fleurose a eu, bon, j'étais avec lui, mais c'est intéressant que c'est lui qui avait ça, et il a eu le courage de dire,
Le contrat de 40 pages qui m'a coûté une fortune avec Vinci, je le mets dans la poubelle. La technologie qu'on a développée pour aller dans les parkings, je le mets à la poubelle. On repart à zéro sur le concept de free floating. On trouve du pognon, on y va à l'arrache et on trouve une solution. Et c'est pour ça que Cityscoot a succès. Il a pivoté avant que l'échec ne soit là. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Si je devais dire quelle est la vertu cardinale d'un entrepreneur, c'est pas d'être un génie. On peut pas tous être Steve Jobs ou Bill Gates, les gars. Hein. On va pas y arriver. Hein. Donc, par contre, du courage, on a tous le droit d'en avoir. On peut tous en avoir du courage. Et moi, ma société avec laquelle j'accompagne les gens aujourd'hui, elle s'appelle BeBrev. BeBrev, ça veut dire soyez courageux. Et pour moi, c'est à la base courageux pour pivoter, courageux pour se remettre en question, courageux pour s'analyser. On arrive à la fin, Bruno, je suis désolée. Merci beaucoup. J'avais terminé, en fait, c'était ma dernière Ah, phrase. merveilleux. Moi, je voulais juste conclure sur un mot qu'un psychologue qui a fait sa thèse sur la résilience m'a dit. Parfois, l'échec, ça sert à rien. Parfois, l'échec, c'est juste nul. Il faut juste le traverser et rebondir. Je pense que ça peut être libérateur. Parfois, il y a plein de choses à apprendre et parfois pas du tout et c'est pas grave. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.